Bonjour, bienvenue dans ce lancement des outils de sensibilisation à la jeune aidance. Je suis Mélanie Perroux, je suis la directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec et je suis très heureuse de vous voir en grand nombre aujourd'hui, tant du milieu de l'éducation, des organismes communautaires jeunesse, proches aidance, mais aussi quelques personnes, quelques jeunes proches aidants nous suivent là aujourd'hui. Nous pouvons aussi compter sur la présence des présidents du Collège du médecin du Québec, Dr Goudreau, et de l'Ordre des infirmières et des infirmiers, Monsieur Mathieu, ainsi que plusieurs professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et du gouvernement. C'est vous dire à quel point la jeune proche aidance, c'est un enjeu qui nous concerne tous quand on réussit à réunir tout ce beau monde-là dans un lancement. Pour faire une histoire courte, fin 2018, le regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ, on commence à publier des billets de blog sur notre site Internet parce que on commence à se dire c'est vraiment un enjeu, la jeune proche aidance. On venait de voir une entrevue dans une télévision communautaire d'un jeune d'à peu près 20-25 ans, qui était jeune proche aidant pour ses parents non-entendants et qui avait une histoire quand même assez difficile en lien avec ce rôle-là. Et nous, ça nous a un peu mis le pied à l'étrier. Dans le même temps, il y a Ella Amir qui est présente aujourd'hui, qui est la directrice exécutive de l'organisme Amis Québec, qui organise le premier symposium québécois pour les jeunes aidants. Et à son invitation, le RANQ embarque dans l'aventure du symposium. Depuis, Ella et moi, enfin surtout Ella, nous animons le groupe de travail pour les jeunes proches aidants. Ce groupe est composé donc de quelques jeunes proches aidants, de professionnels de la santé, de l'éducation et du milieu communautaire. Et on a comme but de vraiment mettre en lumière la jeune proche aidance, de sensibiliser à ce que vivent les jeunes proches aidants, dans ce que la proche aidance peut être comme impact, mais aussi comme effet positif. Fin 2020, on a justement obtenu le financement du secrétariat à la jeunesse pour produire les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ces outils s'adressent tant aux jeunes personnes proches aidantes qu'aux professionnels de la santé et de l'éducation. Donc, voici comment va dérouler un peu le lancement d'aujourd'hui. Tout d'abord, on a le plaisir d'avoir un mot enregistré de Madame Blais, la ministre des Aînés et des Proches aidants, qui ne pouvait pas se joindre à nous en présentiel virtuel, mais qui a préenregistré son message. Et puis, on a Annie-Claude Harvey, qui est étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval, infirmière de formation et ancienne jeune aidante, qui nous présentera dans le fond les enjeux de la proche aidance. Par la suite, je vous présenterai les différents outils que nous avons développés. Et enfin, j'inviterai Geneviève Piché et Aude Villatte, qui sont deux chercheurs qui ont à cœur les jeunes personnes proches aidantes d'une personne ayant un trouble de santé mentale et qui vont vous présenter des outils à l'attention des jeunes proches aidants. Enfin, on aura une période de questions et commentaires animée par Émilie Dumas, qui est la directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à mettre vos questions dans le Q&R, questions-réponses, en bas de votre écran. Si vous craignez de les oublier d'ici là, on pourra faire le tour à ce moment-là. Alors, dès maintenant, j'invite Ludovic Salondi, qui est notre chargé de communication et qui a mis la main à la pâte, plutôt deux fois qu'une dans ce projet-là, de vous diffuser la vidéo de Madame Blais. Et par la suite, ce sera Annie-Claude qui prendra la parole. Il me fait plaisir de participer aujourd'hui au lancement des outils de sensibilisation sur les jeunes personnes proches aidantes du regroupement des aidants naturels du Québec. Bien souvent, on associe les personnes proches aidantes aux personnes âgées, mais on trouve aussi au Québec des jeunes personnes qui tiennent ce rôle essentiel auprès d'un proche. Ces jeunes vivent une réalité parfois bien différente de celle de leurs aînés, ce qui peut occasionner des situations complexes, comme un stress de performance accru par rapport aux études ou un sentiment d'incompréhension vis-à-vis des jeunes de leur âge qui peut provoquer à son tour de l'isolement et de la détresse. La sensibilisation à leur réalité est primordiale pour être en mesure d'accompagner et de soutenir les jeunes qui s'occupent d'un proche, eux qui passent souvent incognito. De plus, les jeunes hésitent souvent à parler de leur réalité à leur entourage,
de peur d'être stigmatisées. En somme, peu importe l'âge, les personnes proches aidantes rencontrent des enjeux similaires. Toutefois, les plus jeunes ont moins de ressources sociales, matérielles et financières. Vous savez combien il me tient à cœur la cause des gens qui ont l'énorme responsabilité de s'occuper d'un être cher. Je comprends l'amour qu'il faut au quotidien, mais aussi le dévouement et la résilience dont on doit faire preuve, et ce, à tout âge. C'est pourquoi mes équipes et moi y travaillons sans relâche. Ainsi, la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes a été adoptée en octobre dernier, le 28. Elle permet de guider la planification et la réalisation d'actions visant à faire connaître la contribution des personnes proches aidantes, à reconnaître leur apport et à les soutenir dans leur rôle. À cet effet, nous avons dévoilé la première politique nationale pour les personnes proches aidantes le 22 avril dernier, une toute première au Québec. Par cette politique, le gouvernement jette les bases d'une vision inclusive des différentes réalités des personnes proches aidantes, sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité des personnes qu'elles soutiennent. Comme citoyens, nous sommes tous conviés à aider les personnes proches aidantes à se reconnaître, à briser l'isolement et à demander ou à accepter du soutien. Les outils novateurs que vous nous présentez aujourd'hui permettront de sensibiliser les jeunes personnes proches aidantes, leur entourage, mais aussi les professionnels de la santé et des services sociaux. Je tiens à remercier le Regroupement des aidants naturels du Québec pour cette belle initiative que nous soulignons aujourd'hui, mais également pour son rôle essentiel au quotidien auprès de nombreuses personnes proches aidantes, jeunes et moins jeunes. Merci. Ça sera pas bien. Donc, je me présente, je m'appelle Annie-Claude Harvey, puis je suis étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. J'ai moi-même été jeune proche aidante il y a de cela quelques années, puis je m'intéresse aussi à ce phénomène-là dans le cadre de ma thèse. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, puis je remercie d'ailleurs Laurent pour l'invitation. Aujourd'hui, en fait, je vais débuter la présentation en revenant brièvement là, sur le contexte dans lequel le phénomène de la jeune proche aidance apparaît. Puis je vais ensuite expliquer là, ce qu'on entend par jeune proche aidant exactement, puis explorer les impacts en fait que la jeune aidance peut avoir sur les personnes proches aidantes. Je vais également glisser quelques mots en fait sur la réalité des jeunes proches aidants en temps de pandémie. Puis, je vais terminer la présentation là, en soulevant quelques défis liés au soutien aux jeunes proches aidants. D'abord, le vieillissement de la population québécoise, puis la réorientation là, de l'organisation des services de santé, tout comme les changements dans les dynamiques familiales, tels que la mobilité familiale, les familles monoparentales, puis aussi la diminution du nombre d'enfants par famille, vont tous contribuer à accroître les soins informels, puis à concentrer là, en fait, l'apport des jeunes dans les soins. Mais qui sont les jeunes proches aidants? En fait, ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui assurent des soins, des services ou de l'accompagnement à une personne de leur entourage ayant une ou plusieurs incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou encore sensorielles. Ça peut être soit temporaire ou permanent. Puis, ce sont des jeunes qui assument des responsabilités au-delà, en fait, de ce qui serait attendu compte tenu des normes culturelles, là, puis aussi de l'âge de la personne. Anne-Claude? Oui? Excuse-moi, désolée. Juste non, vas-y. Là, en fait, on ne voit pas en plein écran. En fait, on voit la diapo, puis on voit les notes à côté. 2 petites secondes. C'est bien correct, là, mais si tu as écrit des secrets, là, si tu veux le mettre en plein écran. 2 petites secondes. Ouais. Je vais recommencer.
pouvez me dire si ça fonctionne? La joie Là, des deux on voit écrans. le fond d'écran. On voit, oui, la joie, mais pas de stress, on est entre nous. Ah, voilà, c'est all good. Bon. OK, super. Excellent, continuons. Donc, où j'en étais? En fait, les jeunes proches aidants peuvent prendre soin soit d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami même, ou compenser auprès du reste de la famille l'indisponibilité, en fait, là, d'un parent qui assume lui aussi le rôle de proche aidant. La nature des responsabilités des jeunes proches aidants peut être décrite comme étant un large éventail là, de tâches, plutôt que de se limiter vraiment à des tâches là, individuelles de soins. Mais on voit que la majorité des jeunes personnes proches aidantes font des tâches ménagères, vont offrir des soins de santé à leurs proches, puis près de la moitié assurent les soins d'hygiène aussi. Certains, par ailleurs, vont prendre soin de leurs frères ou de leurs sœurs plus jeunes aussi. Il faut toutefois noter qu'il n'y a pas de consensus là, en fait, dans la littérature quant à la définition de jeunes personnes proches aidantes. Donc, on voit différentes catégories. Certains parlent de jeunes proches aidants, puis ils vont parler de jeunes en bas de 18 ans ou en bas de 16 ans. D'autres vont parler aussi de jeunes proches aidants adultes, donc en haut de 18 ans, aller jusqu'à 25, puis parfois même 30 ans. Donc, ça va amener des défis, là, non seulement au niveau de la recherche, là, mais aussi au niveau de l'identification des jeunes, puis comment, en fait, on les compte. Au Canada, on estime qu'ils étaient environ 1,9 million là, à prendre soin d'un proche ou de des proches en 2012. Puis ça, c'est sans compter les jeunes de moins de 15 ans qui n'étaient pas là, intégrés dans les statistiques. Puis, selon une étude réalisée auprès de jeunes du secondaire à Vancouver, il y a un peu plus de 12 en fait, des jeunes qui étaient des jeunes personnes proches aidantes. Ça équivaut à environ 3 jeunes par classe. Au niveau international, le pourcentage de jeunes proches aidants, en fait, varie généralement entre 2 et 8 là, pour aller jusqu'à 12 puis ça varie beaucoup selon la méthodologie utilisée, la définition aussi de jeunes proches aidants qui va être utilisée, puis comment on fait pour justement les compter là, à travers ça. Puis ça va varier aussi dans le temps, puis en fonction de l'endroit géographique où on se trouve. Selon les études, en fait, les jeunes personnes proches aidantes de sexe féminin sont plus nombreuses que ceux de sexe masculin. Puis près de 70 en fait, là, sont des jeunes filles. 15 des jeunes proches aidants prennent soin d'un proche à eux seuls, alors que 31 d'entre eux partageraient là, les responsabilités avec un parent. D'autre part, les jeunes proches aidants peuvent être trouvés dans toutes les classes sociales. Mais le fait d'être proche aidant est souvent associé à un faible niveau de revenus, puisque le manque de soutien abordable là, pour les membres malades de la famille nécessite l'engagement des enfants dans les activités de soins. Puis, la jeune aidance est également associée à la monoparentalité qui, elle, est souvent corrélée aussi à un revenu familial moindre. Donc, l'expérience d'être proche aidant a des répercussions sur la santé des jeunes aidants. D'abord, en fait, les principaux impacts sur la santé physique qui sont recensés dans la littérature, on va parler de la fatigue, des maux de tête, des douleurs physiques, aussi comme les maux de dos, par exemple. Puis, les jeunes proches aidants qui disent avoir des problèmes de santé physique déclarent également plus souvent avoir des problèmes de santé mentale. Donc, on voit là, une corrélation entre les deux. Il y a aussi une étude en Autriche comparant les jeunes proches aidants aux jeunes qui ne sont pas là, dans un rôle de personnes proches aidantes. Puis ça avait a révélé en fait que les jeunes puis de problèmes de santé mentale en fait que leurs pères, qui ne sont pas dans un rôle comme ça. Il y aurait aussi un impact sur les comportements en matière de santé. Entre autres, les jeunes personnes proches aidantes manqueraient de temps pour prendre soin d'eux. Certains auraient des troubles du sommeil, de l'alimentation ou encore des problèmes d'abus de substances comme l'alcool ou les drogues. En plus des inquiétudes, en fait, là, habituelles vécues par les personnes proches aidantes,
Puis les jeunes, en fait, là, comme les inquiétudes par rapport à leur apparence, à leur futur, leur vie amoureuse. Les jeunes proches aidants ont aussi des inquiétudes par rapport à leur propre santé, à la santé de leurs proches, des inquiétudes aussi en lien avec le comportement de leurs proches. Par exemple, des jeunes personnes proches aidantes qui s'occupent d'un parent atteint d'un trouble de santé mentale ou d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Puis, il y a aussi des inquiétudes, en fait, par rapport à qui va s'occuper d'eux dans le futur. L'étude de Cray 2003 révèle que près de la moitié, en fait, des jeunes personnes proches aidantes avaient des inquiétudes financières. Puis près de 70% là, des jeunes proches aidants s'inquiétaient de leurs travaux scolaires. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes là, auprès de cette population-là. Puis, aussi, il y a le sentiment d'être dépassé, le sentiment de culpabilité, en fait, de ne pas en faire assez là, en termes de soins auprès de leurs proches, le sentiment de gêne aussi, qui va être ressenti par certains jeunes proches aidants par rapport à l'hygiène, en fait, les soins d'hygiène qu'ils peuvent offrir là, à leurs proches. Puis, plusieurs jeunes proches aidants affirment avoir des problèmes de santé mentale. Certains vont avoir des comportements d'automutilation ou encore des idées suicidaires même. Puis, on voit que plus les jeunes proches aidants ont des responsabilités de soins importantes, plus ils risquent en fait de déclarer avoir des troubles de santé mentale également. Il y aurait donc une association entre le temps passé là, dans un rôle de jeune proche aidant aussi et une augmentation des problèmes puis des inquiétudes là, qui vont être nommées par ces jeunes-là. De même, il y a plusieurs jeunes proches aidants qui affirment manquer de temps, en fait, pour socialiser là, avec leur père. Puis, Mme Blais l'a nommé aussi dans son vidéo, l'isolement social est reconnu là, à travers la littérature pour cette population-là. Mais malgré, en fait, les nombreux impacts qui peuvent être vus comme étant négatifs là, sur la santé psychosociale des jeunes personnes proches aidantes, cette expérience du prendre soin peut aussi avoir des effets positifs. Entre autres en termes de développement personnel. On parle alors de maturité, d'empathie, de compassion. On parle aussi de développement de certaines compétences, en fait, liées aux responsabilités là, qu'ils portent comme aidants. Aussi, certains jeunes proches aidants ressentent une fierté puis une certaine satisfaction là, quant à leur rôle d'aidant. Puis ça, c'est très, très important aussi pour eux. Plusieurs, en fait, jeunes affirment que cette expérience-là a renforcé leurs liens familiaux, leurs relations avec leurs proches aussi dont ils prennent soin. Puis, la résilience des jeunes proches aidants serait facilitée, en fait, là, par une identité sociale positive qui va être associée à ce rôle-là, puis aussi une reconnaissance sociale là, de leur contribution. Puis des retombées bénéfiques chez les jeunes proches aidants ont été associées à des niveaux élevés de soutien social. Donc, on voit toute l'importance du soutien. La jeune aidance peut également avoir des impacts au niveau de l'éducation des jeunes puis de leur perspective de carrière. Par exemple, près d'un jeune proche aidant sur 3 va affirmer vivre de l'intimidation là, à l'école. Ils seraient aussi parfois en retard à l'école ou devraient partir plus tôt, là, étant donné leur responsabilité de soins à la maison. Dans l'étude de Stamatopoulos 2018, les jeunes proches aidants avaient un taux d'absentéisme là, de plus de 10%, puis manquaient en moyenne 6,5 jours d'école sur une période de 3 mois. Puis les absences et les retards sont associés à un plus haut niveau de responsabilité de soins également. On voit aussi dans la littérature que les jeunes personnes proches aidantes vivent des difficultés de concentration, puis des difficultés scolaires, ce qui peut amener en fait un décrochage, puis avoir des impacts là, à long terme sur la carrière, comme on peut l'imaginer. Dans l'étude de Sempic et Baker de 2014, en fait, 24% des jeunes proches aidants affirmaient ne pas pouvoir aller à l'université. Puis de manière générale, les jeunes personnes proches aidantes sont moins susceptibles en fait d'aller à l'université puis de terminer leur programme d'études que leurs pairs là, qui ne sont pas dans un rôle de proche aidant. Puis aussi, certains jeunes proches aidants se demandent qui va s'occuper de leurs proches si eux partent étudier à l'université. Ça peut amener un sentiment de culpabilité là, chez les jeunes qui sont dans cette phase-là de leur vie et de leurs études.
Par ailleurs aussi, certains jeunes proches aidants, en fait, vont se diriger vers des carrières avec lesquelles ils ont été en contact, puis avec lesquelles ils ont développé certaines compétences aussi. On peut penser au travail social, aux soins infirmiers, puis à d'autres professions dans le secteur de la santé. Mais il est aussi important de mentionner que l'école est souvent vue, en fait, par ces jeunes-là comme étant un lieu de répit, puis un lieu de socialisation pour ces jeunes-là qui sont souvent très isolés. Donc, qu'en est-il de ces jeunes-là en temps de pandémie? D'abord, en fait, selon les données préliminaires, là, la pandémie aurait amené une augmentation d'abord des responsabilités des jeunes personnes proches aidantes. Par exemple, certains doivent maintenant prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs qui ne sont plus à l'école et qui font l'école à la maison en ligne. Là. Puis, selon un sondage qui a été réalisé là, auprès de 961 jeunes proches aidants entre 12 et 25 ans au Royaume-Uni, il y aurait plus de 67 % des jeunes proches aidants qui affirment être plus stressés et être plus inquiets depuis le début de la pandémie. On parle d'inquiétude de contracter soi-même la COVID-19 ou qu'un proche en soit atteint, par exemple, d'inquiétude par rapport à leur futur, à leur relation amoureuse, à leur éducation aussi. Puis il y a aussi un impact sur les finances. En fait, il y a un jeune proche aidant adulte sur 2 qui dit dépenser plus d'argent, en fait, depuis le début de la pandémie. Il y a aussi plus de difficultés à prendre soin d'eux. Donc, on parle d'exercice physique, d'alimentation, de sommeil aussi. Puis, il y a près de 70 % des jeunes personnes proches aidantes qui disent qu'ils se sentent moins connectés qu'avant aux autres personnes, à leur père, depuis le début de la pandémie. Puis, 40 % affirment que leur santé mentale s'est dégradée aussi depuis le début là, de la pandémie. Plusieurs nomment qu'il manque de temps pour effectuer leurs travaux scolaires et que leur éducation en souffre. En temps de pandémie, en fait, les jeunes proches aidants semblent avoir plus de difficultés à conjuguer leurs responsabilités de soins avec leur éducation, puisqu'ils doivent justement étudier là, en ligne à la maison. Certains affirment ne pas avoir d'endroit tranquille pour être capables de se concentrer, en fait, là, sur leurs études. Pendant la pandémie, il y a eu des fermetures d'écoles, un passage à l'école en ligne, ce qui a pu augmenter aussi l'isolement social, en fait, là, de ces jeunes-là, puis les priver d'un lieu de répit important. Les données préliminaires aussi de l'étude qualitative réalisée par Blake Holmes au Royaume-Uni également révèlent que plusieurs jeunes proches aidants sentent qu'ils ne peuvent pas quitter leur domicile, puis qu'ils ne peuvent pas non plus avoir de répit. Donc, pour ce qui est en fait des défis dans le soutien aux jeunes proches aidants, il y en a plusieurs, mais il y a d'abord une certaine invisibilité en fait de ces jeunes-là qui est soulignée là, par plusieurs auteurs, dont Charles et Stamatopoulos au Canada ici. On parle d'abord d'invisibilité parce que les jeunes proches aidants ne se reconnaissent pas comme tels. Pour certains, le fait de prendre soin d'un proche est vu comme étant normal. Leurs parents ont pris soin d'eux, donc ils vont prendre soin de leurs parents ou d'un autre membre de la famille ou d'un proche en retour aussi. Également, plusieurs préfèrent garder leur situation secrète de peur que leurs parents soient blâmés ou d'être séparés de leur famille parce qu'ils ont honte d'assurer l'hygiène, justement, comme je disais tout à l'heure, d'un adulte. Ou même pour protéger leur famille de la stigmatisation, comme Mme Blais le soulignait là, dans la vidéo. Puis, les jeunes proches aidants sont donc difficiles à identifier, d'une part, puisqu'ils peuvent être réticents justement à utiliser les services de soutien lorsqu'ils sont en place, d'où l'importance d'une campagne de sensibilisation pour diminuer en fait ces barrières à la recherche de soutien puis à l'accès là, au soutien. Donc, merci beaucoup. Merci Annie-Claude pour cette mise en lumière, en perspective des enjeux. Je vais maintenant vous présenter les outils. Comme le disait Annie-Claude,
il y a vraiment une invisibilité de ces proches aidants-là et un besoin très grand que, dans le fond, l'identification à la jeune aidance, elle ne soit pas faite seulement par eux-mêmes, puisque comme il y a différents facteurs qui font qu'ils vont être peu enclins à aller forcément dire « je suis proche aidant ». Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu différents outils qui s'adressent à différentes personnes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est ravis de voir que vous êtes près d'une centaine à assister à ce lancement-là, parce que c'est vraiment ce que tout le monde, c'est un peu tout le monde qui connaît déjà des proches aidants. En général, à chaque fois que je parle à quelqu'un de ce rôle additionnel, la personne me dit « Ah, mais c'est ce que je faisais moi aussi quand j'étais jeune ». Donc, je pense qu'on connaît tous un ou plusieurs proches aidants, jeunes proches aidants, et qu'on peut tous les aider à comprendre ce qu'ils vivent et, dans le fond, à aller chercher du soutien. Donc, c'est ça, on a préparé plusieurs outils, dont le premier, c'est une vidéo à l'intention des jeunes aidants. Donc, c'est une vidéo qui est très courte, qui fait à peu près 1 minute, parce qu'on voulait vraiment qu'elle soit diffusable sur les différents médias sociaux comme Instagram, où il faut des vidéos courtes. Et cette vidéo-là, tout le scénario a été écrit par 3 jeunes proches aidants ou anciens jeunes proches aidants, donc Kabisha, Noam et Kathleen. Et donc, on les remercie très grandement d'avoir participé à cette aventure-là. Donc, tout de suite, je vous lance la vidéo. C'est une belle et légère journée pour Nora. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La journée est belle pour Adib aussi. Mais elle est loin d'être légère. Derrière chaque devoir oublié, Adib a donné un bain à son père ou lui a administré ses médicaments. Derrière chaque excuse, Adib est fier d'être là pour son père. Il en porte beaucoup sur ses épaules pour un garçon de son âge. Et il n'est pas seul. Des jeunes aidants, il y en a partout, et plus qu'on pense. Il y en a qui doivent s'occuper de faire les courses urgentes, même le jour de leur anniversaire. Ou qui emplit l'ambulance, trop souvent. D'autres qui deviennent les traducteurs de leurs parents et doivent se battre contre les stéréotypes. Il y a une panoplie de situations différentes qui amènent un jeune à s'occuper d'un parent, comme la maladie, la vieillesse ou un handicap. Mais l'amour que l'on porte pour un proche souffrant est universel. Pour plus d'informations sur les réalités vécues par les jeunes aidants, clique ici. Donc voilà un aperçu. On a aussi fait des vidéos pour les professionnels de la santé, pour le personnel de l'éducation. Je ne vous les mettrai pas là tout de suite parce qu'elles font quand même 6 minutes chacune. Ces vidéos-là, donc c'est pas juste le regroupement des aidants naturels du Québec qui les a travaillées. Il y a, comme je vous disais, Ella, la directrice de l'organisme Ami Québec. Il y a Jerry Weintraub, qui est psychologue et coordonnateur au Centre national d'excellence en santé mentale. Il y a Ila Silver, qui est du comité de recherche et de développement de l'Association québécoise des infirmiers et des infirmières du Québec. Et il y a Annie-Claude qui a présenté tout à l'heure, qui ont participé donc à cette vidéo. Donc, ces vidéos, c'est vraiment en 6 minutes, on peut faire un résumé de ce que vivent les proches aidants, de qui ils sont, et 2-3 stratégies, recommandations pour les soutenir, dans le fond, au quotidien. On a aussi créé une infographie qui reprend les différentes statistiques dont vous parlait Annie-Claude, entre autres. On voulait aussi mettre de l'avant le fait que, et c'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de proches aidants nous demandaient, si vous voulez que les proches aidants se reconnaissent, il faut pas seulement parler de l'aspect négatif de la jeune proche aidance, mais aussi parler de l'aspect positif. Il n'y a pas un seul jeune proche aidant qui a envie de se reconnaître comme une victime d'un problème. Et donc, on voulait mettre de l'avant autant les répercussions positives que négatives, d'autant plus qu'en fait,
dans différents autres pays, en Royaume-Uni ou en Australie, il y a des services de santé pour les jeunes proches aidants et il y en a aussi en Ontario. Et on réalise que ça vient beaucoup atténuer les répercussions négatives pour les jeunes qui utilisent ces services-là. Donc, on voulait vraiment être dans une logique de dire si la jeune proche aidance est soutenue, s'il y a vraiment un mouvement autour de ces jeunes-là, alors il va y avoir des possibilités pour ces jeunes de bénéficier de cette expérience particulière-là et non pas de la subir. Et puis, donc, il y a un guide qu'on a fait de 12 pages environ, qui est beaucoup plus complet que les vidéos, par exemple, ou que l'infographie. Donc, qui va dans le détail un peu de qui sont les jeunes aidants, d'une part, mais aussi, dans le fond, comment on peut les soutenir en tant que professionnel de la santé, en tant que parent qui est peut-être soi-même proche aidant ou la personne aidée, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants, et puis en tant que professeur ou que école. Et dans ce guide aussi, on parle du fait que les différentes écoles en Australie ou en Angleterre qui ont mis en place des politiques de soutien aux jeunes proches aidants ont des répercussions très positives, que ce soit sur l'absentéisme, que ce soit sur les résultats scolaires ou sur les problèmes de comportement. Et surtout, pour ces jeunes aidants-là, c'est important parce qu'ils peuvent vivre, comme disait Annie-Claude, une stigmatisation, de l'intimidation. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir que l'école soit un lieu de répit, mais pour eux aussi de pouvoir vraiment continuer ce rôle-là dans les meilleures conditions possibles, sans que ça ait un impact trop important pour le reste de leur vie. Donc, c'était la partie sur les outils. Ils sont disponibles en anglais aussi. Et puis, ils vont être disponibles sur notre site Internet. Ils sont déjà disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez les télécharger. On n'en a malheureusement pas de version papier pour le guide, mais c'est ça, il est disponible en anglais et en français. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Geneviève Pichet et Aude Villade, qui sont professeurs au département de psychologie et de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais et co-directrices du laboratoire de recherche et d'action pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches, et qui ont, elles aussi, développé des outils plus spécifiquement à l'attention des jeunes proches aidants. Parfait, merci beaucoup. Je suis juste en train d'essayer de partager mon écran, là, juste un instant. Je vais y arriver. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je ne sais pas si quelqu'un peut juste me dire. Super, merci. Alors, on est bien content d'être invité ce midi pour vous parler de ce qu'on a fait dans les dernières années dans notre laboratoire de recherche. Alors, brièvement, le plan de la présentation, je vais vous parler donc du laboratoire de recherche qu'on a développé en 2019 et des outils qu'on a créés pour les enfants âgés de 7 à 11 ans et leurs parents, ainsi que des outils qui ont été co-créés par et pour les jeunes là, âgés de 16 à 25 ans. Alors, premièrement, en fait, c'est un laboratoire de recherche qu'on a développé, comme je disais, en 2019, qui est un labo pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches, dans lequel on s'intéresse plus particulièrement aux jeunes âgés de 0 à 25 ans qui ont un parent qui est atteint d'un trouble mental. Nos projets, là, dans l'ensemble, ont tous comme objectif soit de mieux comprendre le vécu de ces jeunes-là, de ces familles-là, leurs besoins, mais aussi de proposer des outils, des programmes qui permettent de mieux les soutenir pour faire face à ce qu'ils vivent, entre autres dans leur rôle de proche aidant. Donc, vous voyez notre site Internet si vous voulez aller consulter un peu nos travaux et voir les choses qu'on fait. Et c'est ça, je voulais juste aussi rappeler qu'on préconise vraiment une approche
très participative, puis vous allez le voir un peu quand Aude va surtout vous parler là, des outils qu'on a développés pour les jeunes. Donc, une approche participative, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à co-créer des outils et faire des projets de recherche avec, plutôt que sur les jeunes. Donc, on essaie vraiment, ben pas on essaie, on reconnaît vraiment leur expertise, leur vécu, et ça nous aide énormément pour développer les choses qu'on veut développer. On a aussi une approche qui est vraiment en partenariat à la fois avec des chercheurs du Québec, du Canada, mais aussi à l'international. Donc, comme Mélanie le mentionnait il y a quelques instants, dans d'autres pays, ils ont déjà développé, ils sont comme un peu en avance par rapport à nous sur différents aspects. Donc, c'est intéressant d'être en collaboration avec eux. Et on travaille aussi en collaboration avec des intervenants des différents milieux pratiques qui nous apportent vraiment leur expertise. Nous avons aussi une approche ou un souci là, de prendre en considération cette problématique-là, je dirais, avec une approche développementale, c'est-à-dire on s'intéresse aux jeunes dans tout son parcours de vie et pas seulement à un âge en particulier. Alors, depuis quelques années, c'est ça, comme je disais, il y a un instant, on a développé plusieurs outils, notamment pour les plus jeunes, donc les enfants d'âge primaire, dont un programme d'intervention préventive ciblé, donc pour les familles qui ont un enfant âgé de 7 à 11 ans et un parent qui a actuellement ou qui a déjà vécu un trouble dépressif. Ce programme-là se déroule en format groupe, donc qui se fait avec plusieurs familles différentes et qui se déroule sur 7 rencontres. Le but du programme est de prévenir l'apparition de problèmes de santé mentale chez les enfants. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs répercussions possibles pour les jeunes qui vivent avec un parent qui vit des difficultés, soit de problèmes de santé physique ou mentale. Alors, nous, notre objectif, c'est vraiment de prévenir l'apparition de ces problèmes-là qui peuvent survenir là, à travers le développement de l'enfant et aussi de favoriser la résilience des membres de la famille. On a réalisé une évaluation pilote de la première mise en œuvre du programme il y a quelques mois et quand même, cette évaluation-là a montré des résultats positifs. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter. Vous pourrez consulter l'article que j'ai mis en référence dans le bas de la page qui sera disponible sous peu. On a aussi développé d'autres outils dont je vais vous parler aussi ce midi et l'ensemble de ces outils-là tourne autour, ou en tout cas se centre autour de 6 grandes thématiques, soit la littératie ou le développement vraiment des connaissances sur les différents problèmes de santé mentale et leurs répercussions, leurs manifestations, les stratégies d'adaptation, les relations familiales positives, la communication, les stratégies de résolution de problèmes et le soutien social avec la recherche d'aide. Vous voyez ici, j'ai fait un tableau avec les différents outils qu'on a développés pour les enfants. C'est des outils qu'on a développés dans le contexte du programme dont je vous parlais il y a un instant, le programme Famille Plus, mais qui sont aussi utilisés de façon indépendante. Notamment un outil bibliothérapie, 3 outils aussi imagés, dont je vais vous parler, un outil qu'on appelle le cercle de proximité et des activités de percussion corporelle. Je vais vous parler plus particulièrement de certains d'entre eux. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir davantage d'informations, je vous invite à communiquer avec nous. Alors, l'outil de bibliothérapie se présente sous la forme d'un livre jeunesse, finalement, d'un roman jeunesse. Il s'appelle Le Trésor de l'île Rouge. C'est un livre qui vise à outiller les enfants pour mieux faire face, finalement, aux situations familiales difficiles qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on ne parle pas nécessairement de problèmes de santé mentale ou de dépression ou quoi que ce soit. C'est vraiment à travers une aventure de pirates rocambolesques que là, les enfants vraiment on va leur parler des différentes stratégies d'adaptation qu'ils pourraient utiliser ou que les pirates pourraient utiliser, mais vraiment, on fait le pendant que les enfants peuvent aussi utiliser ces stratégies-là. Encore une fois, le but ultime, c'est de prévenir l'apparition de difficultés d'adaptation ou de problèmes de santé mentale chez ces enfants-là. C'est un livre qui peut être utilisé à la fois, je veux dire, l'enfant peut le lire par lui-même, il peut être utilisé par les parents, le parent peut le lire à son enfant, peut être utilisé aussi dans un contexte scolaire ou en intervention. En ce moment, on est en train de finaliser une évaluation de la satisfaction du livre auprès d'enfants, de parents et d'intervenants, puis ça montre aussi des résultats très positifs, c'est très apprécié par les enfants. Et sa publication devrait être prévue là, dans le courant de l'automne. Donc,
à suivre. Et je voulais juste vous montrer, c'est un exemple tiré du livre. Voilà. On a aussi créé des outils pour développer les habiletés socio-émotionnelles des enfants pour qu'ils soient capables d'évaluer leur humeur. Par exemple, vous voyez le thermomètre de l'humeur ici à gauche de l'écran, d'identifier leurs émotions, leurs besoins. Nous, on considère vraiment que, puis c'est pas seulement nous, évidemment, c'est vraiment, la littérature nous montre que ces habiletés-là sont super importantes pour que les enfants soient capables de réaliser quand leur quotidien, par exemple, est trop lourd, que ce qu'ils vivent est trop difficile et qu'ils devraient aller en parler à quelqu'un. Donc, ensuite, on a aussi développé un outil qui amène l'enfant finalement à identifier, être capable d'identifier les personnes importantes dans son réseau de soutien pour qu'il puisse savoir vers qui se tourner en cas de besoin, qui peut finalement lui venir en aide. Et cette capacité-là de prendre conscience de qui sont les personnes significatives dans son quotidien est vraiment fondamentale. Ce qu'on remarque ou ce qui est nommé dans la littérature, c'est que ça permet de réduire le sentiment d'isolement qu'on peut ressentir. Et ça augmente aussi les chances que les enfants puissent ou veuillent et aillent chercher de l'aide lorsqu'ils en auront besoin. Je vais céder la parole à ma collègue Aude maintenant. Merci Geneviève. Donc on a, comme disait Geneviève aussi, toute une panoplie d'outils qu'on a créés et comme disait Geneviève, justement par et pour les jeunes de 16 à 25 ans. Excusez la petite coquille, je pensais l'avoir corrigée dans le titre, mais je vois qu'elle est toujours là. Donc, en fait, pour vous donner très rapidement une idée de la façon dont on a procédé pour le projet, on a utilisé une approche photo voice auprès de 10 jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant un parent atteint d'un trouble mental et on a travaillé en collaboration avec le réseau Avant de craquer qui rassemble un certain nombre d'associations au Québec. Photo Voice, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, l'idée c'est de permettre à des jeunes, donc ici qu'on appellera des JPTM, jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, permettre à des jeunes de prendre des photos pour témoigner de leur vécu, des défis qu'ils rencontrent, de ce qu'ils aimeraient aussi avoir comme solution, comme service pour les soutenir, d'en discuter en groupe, mais également de faire de ces photos, de créer autour de ces photos-là des événements, des initiatives concrètes pour sensibiliser un certain nombre de publics, alors des jeunes, mais aussi, comme disait Mélanie, des intervenants, des professionnels, des gestionnaires, des personnes du milieu de la politique, etc., à ce que peuvent vivre ces jeunes et à ce dont ils auraient besoin. Donc, on vous a mis ici un exemple des exemples d'actions qu'on a menées donc avec ces jeunes qu'on remercie encore d'avoir bien voulu s'investir à ce point-là avec nous dans le projet. On a notamment réalisé des conférences. Je vous ai mis ici un lien si vous voulez aller voir une conférence qui est une conférence vraiment de vulgarisation où on a souhaité adresser nos résultats de recherche à des jeunes, à des familles, notamment à des jeunes et des familles qui comptent un parent atteint d'un problème de santé mentale. On a également monté des formations pour les gestionnaires, pour les intervenants, notamment des formations qu'on a déjà offertes à certaines associations du réseau Avant de craquer et du RANC d'ailleurs, sur justement les besoins de ces jeunes. Et également, et c'est ce que je vais vous présenter très brièvement juste après, on a développé avec les jeunes des outils qui sont disponibles gratuitement sur le site de notre laboratoire. Et parmi ces outils, des affiches de sensibilisation, une exposition numérique et un guide d'information et de soutien destiné aux jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental. En ce qui concerne les affiches de sensibilisation, donc ce sont des affiches qui ont été élaborées avec les jeunes sur la base des photographies qu'ils avaient bien voulu nous partager et qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger sur le site de notre laboratoire, n'hésitez pas, il y a certaines associations du réseau Avant de craquer qui les ont déjà affichées dans leurs locaux par exemple. Donc l'objectif de ces affiches-là, ce que souhaitaient faire les jeunes avec ces affiches-là, c'était vraiment de sensibiliser différents publics à ce qu'ils peuvent vivre, mais aussi d'aller rejoindre, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de la difficulté que les jeunes ont à se sentir proches aidants, à se reconnaître comme étant des proches aidants. Souvent un sentiment d'être peut-être seul à vivre ce genre de défi-là, mais ces affiches-là sont justement faites pour être affichées, notamment dans les établissements scolaires, par exemple, pour dire vous n'êtes pas tout seul,
voilà ce que moi je vis, voilà les défis que je peux rencontrer. Et il existe des ressources qui peuvent aussi vous soutenir et vous venir en aide. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces affiches-là sur le site de notre laboratoire. Également, une exposition numérique à partir des photos que les jeunes ont bien voulu partager. Donc, vous pouvez là encore aller y accéder sur le site de notre laboratoire. Les objectifs sont toujours les mêmes finalement, c'est-à-dire de sensibiliser différents publics à ce que peuvent vivre les jeunes, mais aussi que des jeunes qui rencontrent ce genre de défis-là puissent se sentir rejoints et puissent finalement aussi prendre conscience peut-être de leur rôle de proche aidant. Ici, vous voyez une photo par exemple qui a été prise par Victoria qui a 24 ans et qui montre à quel point Victoria peut avoir de la difficulté à rentrer en contact avec sa mère, mais aussi à quel point, et je pense que c'est très important aussi ce que disait à la fois Annie-Claude, Mélanie tantôt, à quel point il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'aspects positifs dans cette relation qui se met en place entre le jeune et son parent. Enfin, on a pu développer avec l'aide des jeunes et sur la base d'un guide australien qui existait déjà, un guide qui s'intitule « Quand ton parent a un trouble mental » qui s'adresse aux jeunes qui ont un parent atteint d'un trouble mental de 12 à 25 ans à peu près et qui est disponible là encore gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur le site de notre laboratoire. C'est un guide qui contient, je crois, 52 pages, si ma mémoire est bonne, qui compte à la fois des témoignages de jeunes. On retrouve les photos, plusieurs photos de jeunes avec leur légende, un certain nombre d'informations sur quels sont les principaux troubles mentaux, qu'est-ce que le rétablissement, qu'est-ce qui favorise le rétablissement, etc. Et aussi des espaces de réflexion, des outils d'autogestion, des stratégies d'autogestion pour aider le jeune à repérer ce qu'il peut faire aussi pour prendre soin de sa propre santé mentale. Donc c'est voilà, un outil que je ne sais plus si je l'ai dit, mais qui va être disponible très bientôt en anglais et en format interactif également. Pour l'instant, il est en format PDF, mais on a vraiment l'objectif avec les jeunes de le rendre plus vivant et sans doute plus attrayant encore. Vous avez ici un extrait du guide qui vous montre bien un peu, c'est ça, comment le guide est présenté, mais vraiment, on vous encourage à aller le voir. Je vais finir juste par rapport à ça, quelques retombées du projet Photo Voice, parce que c'est vraiment une approche qui nous a semblé, qu'on avait déjà utilisée par le passé, mais qui a vraiment fait ses preuves en ce qui concerne justement l'intervention auprès des jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental, par exemple. Les outils que je viens de vous présenter, notamment le guide, ont été évalués auprès d'un échantillon pilote, disons, de 21 jeunes, mais aussi de parents et d'intervenants. On leur a demandé à quel point ce guide venait répondre à leurs principaux questionnements, leur semblait attrayant, leur semblait utile, pertinent, etc. Et les résultats de cette évaluation-là sont tout à fait positifs. Donc, à la fois les jeunes, mais aussi des parents qui ont un problème de santé mentale et des intervenants des associations du réseau Avant de craquer considèrent qu'il s'agit d'un outil qui pourrait tout à fait être implanté et utilisé facilement auprès de cette clientèle. Dernière chose qui nous a interpellés, c'est les effets positifs de l'utilisation de l'approche Photo Voice auprès des jeunes. Les participants qui ont contribué à notre projet nous ont dit à quel point le fait de participer à ce groupe de travail leur a permis de diminuer leur sentiment d'isolement. Ils ont eu l'occasion de réfléchir avec d'autres jeunes ayant un peu le même genre de défi. Leur ont permis aussi de prendre conscience de l'importance d'aller demander de l'aide, qu'il existe des ressources pour aller demander de l'aide, leur a apporté un sentiment d'utilité avec l'idée qu'ils pouvaient contribuer à un changement social, leur a contribué à améliorer leur estime d'eux-mêmes aussi parce qu'ils se sont sentis valorisés et entendus dans ce qu'ils avaient à dire. Et plusieurs jeunes ont également exprimé justement toute
la prise de conscience que le partage autour de ces photos-là, la création de ces outils-là leur avait permis aussi de faire par rapport à leur propre vécu. Donc, plusieurs jeunes qui disent, finalement, le fait d'avoir réfléchi sur ces différents défis, mais aussi sur les aspects plus positifs, ça a même pu parfois améliorer la relation que j'avais avec mon parent, la façon dont je jouais mon rôle de proche aidant, etc. Donc, vraiment des choses très, très positives selon nous. Nous en avons fini avec la présentation, mais nous vous invitons encore une fois, je pense que j'ai suffisamment dit la phrase d'aller voir sur le site de notre laboratoire, mais vous avez compris le message, vous pouvez avoir accès à tous les outils, puis on vous remercie de votre attention. Merci Aude et Geneviève. Vas-y Mélanie. Non, je voulais juste dire que les outils vont aussi être mis sur le site internet du RANC. Si vous oubliez l'adresse, vous pouvez aussi les retrouver à travers nous. Donc, c'était ça. Tiens. Ouais. Est-ce que, Ludovic, c'est possible que les gens lèvent la main ou ça se passe uniquement dans la section questions-réponses? Oui, les personnes qui voudraient intervenir à l'oral peuvent lever la main, puis on leur donnera la parole. OK. Pour l'instant, là, on a une question à savoir comment on peut intégrer le groupe Famille Plus au sein de notre association. Est-ce que vous avez... Oui, Geneviève hoche la tête. Oui, en fait, réponse rapide. Vous pouvez directement nous contacter là, par courriel, puis on pourra voir ensemble qu'est-ce qui est possible. Oui, mais tout à fait, c'est très possible de le faire. Là. Nous, on peut certainement former. En fait, en général, on forme les intervenants, puis il y a possibilité très bien de le faire à partir de l'automne, par exemple. Là. Juste communiquer avec nous. Parfait. On demande si on peut commander du matériel, en tout cas, pour ce qui est des outils développés par le RANC et ses partenaires. On ne peut pas, cette fois-ci, commander de matériel imprimé. Ils sont téléchargeables et imprimables à la maison. Puis ça doit être la même chose pour vos outils, hein, Geneviève et Aude. On ne peut pas en commander des versions imprimées. Là. On a déjà fait une livraison pour une association qui nous avait dit vraiment souhaiter recevoir des affiches imprimées, etc. Comme dit Geneviève, je pense que le plus simple, c'est nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble aussi les possibilités, par exemple, d'envoyer certains outils. Mais c'est vrai que, en tout cas, sachez que vous pouvez très bien les utiliser si vous souhaitez, par exemple, imprimer vous-même justement les affiches, etc. C'est tout à fait possible. On sera juste très heureuse de savoir justement dans quel contexte, par exemple, vous les avez utilisées. Aussi pour que les jeunes qui ont contribué à ces affiches-là puissent avoir une trace de comment ils ont pu contribuer. Je pense que ça, c'est vraiment tout à fait important. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire et puis on pourra voir ensemble si on peut vous fournir des copies papier. Parfait. Il y a un commentaire de Mme Archambault du ministère de la Santé et des Services sociaux qui mentionne que nos travaux devront trouver leur ancrage dans le plan d'action de la politique nationale pour les personnes proches aidantes. Alors, c'est merveilleux de lire ce commentaire. Autrement, est-ce qu'il y a... Tu veux y aller sur les questions et réponses, Émilie? Il y a une question dans le chat. Y a-t-il un âge légal pour être jeune proche aidant? Étant donné que ce n'est pas un statut en tant que tel, c'est un fait, il n'y a pas d'âge. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes aidants, ils ont entre 6 et 12 ans. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est jeune aidant quand même, en moyenne 7 ans, fait que, voire des fois plus, dépendamment des situations. Donc, non, il n'y a pas d'âge et ça peut concerner vraiment différents situations, différents types de jeunes aussi. Nous, on parle des 6-25 ans, mais il y a des cas aussi plus extrêmes où c'est des enfants beaucoup plus jeunes encore qui peuvent être dans cette situation-là.
Fait que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de carte de proche aidant. C'est vraiment le jeune qui soit se reconnaît comme tel et va aller chercher, va aller en parler parce qu'il n'y a pas de services de soutien qui sont développés à grande échelle, ou ça va être quelqu'un qui va dire, et d'ailleurs c'est là toute l'importance, c'est quand un adulte, quand une personne de référence dit ben, une personne significative, tu sais, ton rôle, c'est un rôle de jeune aidant. Souvent, ça paraît pas grand-chose, mais ça change beaucoup la vie parce que d'un seul coup, le fait de mettre des mots, ça permet de comprendre ce qu'on vit, de comprendre l'émotion qui est associée à ce qu'on vit et aussi d'aller chercher des outils, des petits conseils ou des grands conseils pour comment on fait face à la situation. Et donc, c'est extrêmement important de dire aux enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, que c'est ça leur rôle actuellement. Il y a une question, je viens de perdre, c'est à savoir si on veut se faire former, j'imagine, aux réalités des jeunes proches aidants. Nous, le RANC peut participer à des ateliers là, en organisation. Vous n'avez qu'à nous écrire par courriel à l'adresse info@commercial-ranc.qc.ca. Autrement, il y a une question, puis on va conclure bientôt. Peut-on faire la sensibilisation à partir du 3e cycle du primaire? Pour moi, oui. Oui. Au contraire. Et puis, dans le guide là, que nous, on a publié plus à l'attention des professionnels, on s'est référé aussi beaucoup à ce qui, comme je disais, à ce qui se fait ailleurs au Royaume-Uni ou en Australie. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a différentes approches possibles, en fait. Et une des approches possibles, c'est aussi de stigmatiser la maladie, le handicap, tout cet aspect-là qui est perçu comme une forme de faiblesse, en fait, de le montrer d'une manière, un cursus scolaire assez jeune, où quand on veut apprendre l'empathie pour autrui ou les différentes situations de vie. Donc oui, on peut commencer très jeune à parler de la maladie, du handicap, du vieillissement et des répercussions que ça a pour l'entourage de manière générale, dont les jeunes aidants. Et pour faire on a lancé il y a 2 semaines un projet de recherche, des outils pour la sensibilisation à la maltraitance des personnes proches aidantes. Dans les recommandations que les personnes proches aidantes faisaient, c'était aussi justement dès le jeune âge, commencer à sensibiliser à la proche aidance, à ces situations-là, à la maladie, au handicap, parce que c'est sûr qu'un jour ou un autre, on va vivre ça dans notre vie. En fait, il y a plus de probabilité que vous soyez proche aidant un jour que vous ne le soyez pas, pour différentes facettes, différents aspects de la proche aidance. Ça peut être parce qu'un jour, vous prendrez soin de vos grands-parents ou de vos parents, ou parce que vous aurez un enfant en situation de handicap, ou parce que votre frère ou votre sœur va lui-même avoir une situation de santé. Donc, cette proche aidance-là, c'est pas pour rien que nous on considère que c'est un enjeu social, ça touche tout le monde, et autant que l'environnement, autant que d'autres enjeux dont on parle finalement assez tôt aussi à l'école. Bon, on a un commentaire ici. Quand le fait d'être proche aidant à un jeune âge devient un défi ou une problématique à son propre développement, car certaines tâches comme déplacer un parent peuvent être dangereuses pour l'enfant. Donc oui, c'est bien d'en parler tôt, à un jeune âge. Il n'y a pas d'autres questions et il est 13h pile. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut éventuellement y aller avec le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, ça va être merci à tous d'avoir été là. Merci à Aude, Annie-Claude, Geneviève d'avoir présenté, d'avoir participé. Merci à Ella et Jerry d'avoir participé aussi au guide, ainsi qu'à Ella. Et le groupe de travail pour les proches aidants, si vous voulez en faire partie parce que c'est un sujet qui vous intéresse, parce que vous avez rencontré des jeunes aidants ou parce que vous avez des compétences que vous voulez mettre à disposition des jeunes aidants, contactez-nous.
nous, on est très ouverts à renforcer nos équipes parce que, comme je disais, cette sensibilisation-là, c'est de l'affaire de tout le monde. Donc, merci encore.